Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de New York Marks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que je suis depuis longtemps et avec qui il me tardait d'échanger. J'ai nommé Vincent Guyot. Vincent a de nombreuses cordes à son arc, mais il est notamment connu pour être l'entraîneur de la Consistency Team, d'athlètes de renom comme Corentin Leclésio ou encore Fabien Palco, et membre du staff de OAC. Vincent est une personnalité qui est en train de devenir incontournable dans le milieu de l'entraînement. Avec une approche scientifique et innovante, il s'est rapidement fait une place parmi les coachs les plus prometteurs de sa génération. Il a notamment supervisé l'entraînement d'une dizaine d'athlètes ayant participé aux Jeux de Paris 2024, ce qui a fortement contribué à le faire connaître. Tout au long de cet épisode qui va durer un peu plus d'une heure, on va aborder 3 points principaux avec Vincent. Dans la première partie, Vincent nous parlera de son cheminement, de ses débuts en tant qu'entraîneur, et surtout la création de la Consistency Team, qui réunit des athlètes comme Fabien Palco, Clément Houck, Arthur Gervais ou encore Corentin Leclésio. Il nous expliquera comment il a intégré le staff de l'OAC et comment aujourd'hui il parvient à gérer des équipes d'athlètes élites aux profils et aux échéances hyper variés. Dans la seconde partie de l'épisode, on va plonger dans les méthodes d'entraînement de Vincent. Il va nous expliquer, nous dévoiler comment il adapte son approche en fonction des objectifs et des caractéristiques de ses athlètes, qu'ils soient coureurs de 800 mètres ou de 10 000 mètres. On va également discuter des défis de cette nouvelle génération de coachs et de l'importance pour eux de trouver un équilibre entre rigueur scientifique, cohérence, discipline, travail et surtout plaisir de courir. Enfin, dans la troisième et dernière partie, on abordera sa vision à long terme de l'entraînement et l'avenir du demi-fond. Après une année marquée par les Jeux Olympiques, Vincent partagera ses réflexions sur les enjeux post-JO, les évolutions possibles dans les prochaines décennies, et surtout les piliers qui, selon lui, transformeront l'entraînement de demain. C'est un échange passionnant que j'ai eu avec lui, un échange qui est long, qui dure un peu plus d'une heure, mais je vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier. Avant de vous laisser écouter l'épisode, je tenais à vous rappeler qu'On Your Marks a la chance d'être soutenu par le site Top4Running. Top4Running, c'est un site génial sur lequel vous pouvez acheter tout votre équipement de running au meilleur prix. Il y a un choix immense de chaussures, de vêtements et d'accessoires, et très souvent de grosses promotions. Pour vous faire encore plus plaisir, vous pouvez utiliser le code promo offert par On Your Marks pour bénéficier de 5% de remise supplémentaire sur Top4Running. Ce code est disponible en description de l'épisode. Ça vous fait faire des économies et moi ça me permet de financer le podcast. Bon épisode! Bonjour Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de New York Marks que j'étais impatient d'enregistrer avec toi. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Ça fait, je crois, plus d'1 an que j'essaye de planifier cet épisode avec toi. T'es quelqu'un d'assez pris, évidemment. On aura l'occasion d'en discuter là-dedans. Pour la petite anecdote, nous, on s'est rencontrés dans le RER A de retour d'une compétition à Saint-Maur. Donc, c'est vraiment une rencontre de passionnés d'athlétisme, à discuter un peu des perfs de la soirée, tout ça. Donc, c'était vachement sympa. Donc, je suis hyper content de t'avoir pour cet épisode. Alors, Vincent, moi, je t'ai proposé de participer à cet épisode parce que tu es un des entraîneurs, un des coachs un peu en vogue, entre guillemets, en ce moment. Tu as repris pas mal d'athlètes, tu as eu l'occasion d'apporter ta patte sur plein de sujets liés à la haute performance en demi-fond. Tu as des méthodes, une approche scientifique de l'entraînement qui ont fait beaucoup parler d'elles jusqu'à présent. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux prendre quelques minutes pour te présenter à tous les auditeurs qui te connaissent pas encore, Vincent? Bonjour Mathis, bonjour à tous. Merci pour cette introduction pleine de compliments. J'avais oublié qu'on s'était rencontrés dans le RER en allant à Saint-Maur. C'est vrai que c'est quand même un hasard assez drôle du coup aujourd'hui, à se retrouver à discuter un peu de demi-fond. Donc j'ai 26 ans. C'est ma 13e licence d'athlé, je crois. Ça fait à peu près la moitié de ma vie que je fais de l'athlé. Et aujourd'hui, du coup, je suis entraîneur de demi-fond, à la fois, professionnellement pour un groupe professionnel en Suisse qui s'appelle OAC Europe, et à la fois à côté avec d'autres demi-fondeurs de niveau, un peu pour certains pros et d'autres un peu plus modestes. Mais je fais plus que ça aujourd'hui, donc c'est quand même une sacrée chance.
Et alors, merci Vincent de nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Je pense qu'on peut reprendre par la base parce que j'ai pas mal de jeunes auditeurs en fait sur Onion Marks et des jeunes qui sont en pleine question d'orientation, qui vont faire les premiers choix professionnels de leur vie et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours un peu académique, pro, perso, pour qu'on sache un petit peu ce que tu as fait depuis le lycée? Parce que je pense que ton parcours, il peut inspirer pas mal de jeunes qui nous écoutent. Et c'est toujours sympa, je trouve, d'avoir un peu le récap de la vie des invités que j'ai aujourd'hui sur Onion Marks. Yes. Du coup, moi, j'ai fait un cursus assez classique, on va dire, pour travailler dans les sciences du sport. Je suis directement allé en STAPS après le lycée. Au départ, je voulais plutôt être kiné, donc c'était pas trop le projet. Avec la première année de kiné, il y avait des possibilités d'ensuite d'intégrer des études de kiné, mais finalement, je me suis assez vite plutôt plu à m'intéresser directement au sport. Donc j'ai fait une licence, ou plutôt deux licences même, puisque j'ai fait la licence éducation motricité qui est celle des profs de PS, et la licence entraînement sportif qui est celle des entraîneurs du coup en même temps du côté d'Amiens. Et après, je suis allé suivre un master qui était davantage spécialisé sur l'accompagnement scientifique et la haute performance à l'INSEP pendant 2 ans supplémentaires. Et directement après ce master, j'ai enchaîné avec 2 ans, un peu plus de 2 ans de thèse, donc que je n'ai pas terminé. Et je me suis intéressé dans ces 2 années supplémentaires à l'économie de course et au lien entre cette économie de course et les propriétés mécaniques et musculo-tendineuses des athlètes qu'on a testé, auxquels on s'est intéressé. Donc ça m'a fait finalement 7 ans d'études sup et assez vite quand même consacré à l'athlète, puisque dès la licence je travaillais déjà sur mes sujets de mémoire ou de rendu plutôt sur l'athlète. Voilà. Et directement après cette période d'études, je suis allé travailler quelques mois pour Matsport. Donc ça fait du lien avec un précédent épisode, je crois, qui Ouais, s'occupe tout à fait. Ouais. ouais, qui s'occupe plutôt du coup, enfin je me suis plutôt occupé pardon euh, de travailler sur les flux télé, les flux de données qu'on pouvait intégrer à des flux télé que Matsport, sur lesquels Matsport travaille pour les compétitions d'athlétisme aussi. Et puis travailler un peu sur aussi d'autres jeux de données, notamment des données collectées pendant les compétitions grâce à des puces dans les dossards. Donc c'était un peu l'émission que j'ai effectuée pendant les quelques mois où j'ai travaillé pardon avec Matsport. Et puis Ah, derrière, du ça coup fait j'ai rêver. Hein. enchaîné et puis, je sais pas si ça fait rêver, moi ça me plaisait beaucoup en tout cas, donc ça c'était le premier point. Et puis après ça, en fait, j'ai eu la possibilité d'intégrer ce groupe professionnel en Suisse, où du coup maintenant je travaille pleinement. C'est l'essentiel de mon job depuis la fin du mois d'avril, donc ça va faire 5 6 mois bientôt. C'était à quel parcours? Ça fait vraiment rêver. Hein. Franchement, quand on t'écoute comme ça a l'air facile en même temps. Il y a un cheminement assez logique et puis ça a l'air d'être vachement intéressant. C'est vrai que je me rappelle avoir vu passer, j'étais un petit peu plus jeune, mais je me rappelle avoir vu passer ton papier sur l'économie de course avec les chaussures à plaque carbone, tout ça, j'avais trouvé ça super intéressant et ça avait fait pas mal parler en France, c'était vraiment cool. Et petite question aussi, plutôt perso, Vincent, tu as l'air d'être quand même hyper engagé dans tout ce qui est demi-fond, tout ce qui est entraînement d'athlètes, etc. Tu nous as pas dit si toi tu étais athlète aussi, parce que généralement, enfin, généralement c'est un bien grand mot, mais j'ai toujours du mal à me dire qu'il y a des gens qui sont prêts à donner autant pour le demi-fond sans être eux-mêmes athlètes. Est-ce que toi, tu as un rapport avec le sport? Est-ce que tu étais sportif de haut niveau, quelque chose comme ça, ou alors pas du tout? Et non, pas du tout. Première grande différence avec la plupart d'autres entraîneurs ou de ceux qui gravitent dans l'accompagnement, l'entraînement des athlètes, encore plus vrai à haut niveau en France, je pense. Moi, j'ai jamais couru à haut niveau et j'ai même jamais vraiment été dans un vrai processus régulier d'entraînement, même récréatif, mais on va dire sérieux. Donc ça, c'est une première vraie différence. Moi, j'ai fait du judo et j'ai joué un peu au foot quand j'étais plus petit. Finalement, je suis venu à l'athlé relativement tard, enfin au milieu du collège, je crois. Et puis c'était vraiment très 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 récréatif pour le coup. Et puis je me suis jamais vraiment lancé dans un entraînement très assidu. D'abord parce que moi au départ je faisais pas forcément du demi-fond. Je faisais un peu de 200 haies quand j'étais cadet. Après j'ai fait un peu de 400 haies, mais finalement c'était pas trop le demi-fond qui m'intéressait. Et puis c'est plutôt plus tard quand j'ai commencé à côtoyer des potes qui faisaient du demi-fond
où j'ai commencé à pouvoir croiser mes intérêts, enfin mes aspirations pour un peu le monde scientifique avec l'entraînement en demi-fond qui je trouve s'y applique. Enfin, il y a des connexions qui sont beaucoup plus logiques en fait qu'avec d'autres distances qui sont plus large, où c'est un peu plus compliqué peut-être à concevoir la performance. Je trouve qu'en fait les sciences et notamment la physiologie de l'exercice avec le demi-fond, c'est quand même assez proche en fait comme raisonnement Ouais. quand on réfléchit un peu plus profondément. Voilà. Donc j'ai jamais du tout couru à bon niveau en athlé et j'ai même jamais vraiment été dans un processus très très régulier d'entraînement quoi. Je trouve ça dingue de voir, ouais, comme je disais, des gens qui qui donnent autant et qui ont pas forcément d'affect particulier pour un sport comme ça, mais je trouve ça dingue. Mais on va avoir l'occasion d'en discuter, bah, pendant cet épisode. Bah, écoute, merci Vincent de t'être présenté. Je pense que ça fait un peu plus sens, d'avoir un peu ce recul sur ton parcours pour aborder plus dans le détail ce que tu fais aujourd'hui. On va commencer cet épisode en parlant un petit peu de bah, toi, ta démarche d'entraîneur avec une nouvelle team, des nouveaux athlètes. Alors l'année dernière, si on reprend un petit peu la chronologie, tu t'es fait connaître d'un public plus large, on va dire, dans le monde du running, en devenant notamment l'entraîneur d'une équipe de choc qui est la Consistency Team. Je crois que c'est toi qui l'as créé et qui réunit bah, des athlètes un peu de haut niveau comme bah, Fabien Palco, Clément Houck, Arthur Gervais, Corentin Leclésio. Donc ça, c'est quand même un sacré gratin. C'est une belle brochette de titans quand même. Et puis en plus, bah ouais, t'es coach, t'es entraîneur de OIC, donc c'est l'équipe professionnelle de On Running. Est-ce que tu peux, on va commencer par Consistency Team, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer comment la team elle s'est créée, qu'est-ce que c'était l'origine du projet, pourquoi est-ce que vous avez créé cette team avec tous ces athlètes? Ouais, alors c'est un sujet qui a pris un peu de temps. En fait, étant encore étudiant, j'avais déjà eu des contacts avec des athlètes, pas forcément de très haut niveau, ni même de haut niveau d'ailleurs, mais sur lesquels, bah, finalement, pourquoi est-ce que tu coaches pas quoi? Parce que c'est vrai que j'étais arrivé à parfois des situations où je trouvais que bah, on avait réussi avec, je sais pas, des évaluations par exemple, à mettre en lumière des axes de progression qui n'étaient pas forcément suivis par les entraîneurs avec lesquels on travaillait. Ce qui peut arriver, hein, parce que bah, tu effectues des tests et puis parfois les retours ou les feedbacks que tu reçois, bah, tu les appliques pas vraiment ou pas complètement ou voilà. Et il y a eu des frustrations qui étaient liées à ça parce que je me disais mince, j'ai l'impression que parfois on met en lumière des choses et on suit pas vraiment les axes de réflexion qui émanent d'évaluation physiologique par exemple. C'est qu'un exemple, mais par exemple. Et Ok. du coup, à partir de là, je commençais à avoir des messages, des fois dans des discussions un peu, voilà, second degré, mais bah, finalement, pourquoi t'entraînes pas? Et moi, je me suis toujours vu plutôt comme un membre de staff en support, pour Mhm. plusieurs raisons. D'abord parce que je trouvais que j'avais pas la légitimité à entraîner, parce qu'il y a quand même ce truc, je trouve, qui est assez ancré de, bah, toi, t'as jamais été bon, t'es jeune, pourquoi est-ce que t'entraînerais? Et le deuxième point, c'est que moi, ce qui m'intéressait vraiment et ce qui m'intéresse toujours, c'est assez peu la performance, comment dire, récréative en fait. J'ai beaucoup plus de mal à, je pense, j'aurais beaucoup plus de mal à entraîner des athlètes qui ont des objectifs purement récréatifs parce Mhm. que je pense que c'est pas du tout le même job en fait. Je pense que je suis bien meilleur pour réfléchir à des levées d'optimisation, à aller dans les détails, à aller gagner les derniers pourcents qu'on cherche à optimiser, que qu'être un vrai coach formateur, détecteur, tout ce qu'on veut, avec des plus jeunes. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à gérer des plus jeunes. J'ai eu à en gérer d'ailleurs quand j'étais Ouais. dans ma licence de prof de PS, donc j'ai eu un peu cette interaction aussi. Et c'est tellement plus compliqué d'être avec des gens qui parfois sont beaucoup moins motivés, ne s'entraînent que... Enfin, en fait, tout est différent, en fait. Si on réfléchit un peu à combien de temps ils peuvent s'entraîner, quelle place à la pratique par rapport à leur vie, et tout ça, bah, ça me parlait beaucoup moins. Donc moi, je me voyais surtout comme membre de... ou en tout cas une interaction entre la planification, donc l'entraîneur, et l'athlète à travers bah, des évaluations Ouais. physiologiques, parce que c'était ça qui me passionnait. Donc j'ai jamais vraiment directement au départ été en mode bah, je serai coach, quoi. Et puis le deuxième point, majeur, c'est que des coachs qui vivent de l'athlé en France, je sais pas combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a Ouais, encore c'est vrai. moins si on réfléchit juste à qui font du haut niveau. C'est-à-dire qu'ils, l'essentiel de leur temps, qui travaillent avec des athlètes de haut niveau, bah en fait, il y en a, je pense, très 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 peu. Donc c'était pas très, comment dire,
probable cette histoire d'entraîner des athlètes de Ouais. haut niveau en étant jeune. Donc c'était pas du tout le projet de départ. Mais en fait avec ces premiers retours d'athlètes qui me disaient pourquoi pas coacher, je me dis bah pourquoi pas essayer de le faire avec des athlètes même d'un niveau un peu moindre. Pour voir, pour essayer d'éprouver un peu ce en quoi tu crois, ce que tu as lu, ce que tu as expérimenté au cours de ces années. Et c'est ce qui s'est fait progressivement, même si progressivement, je me suis finalement très vite aussi intéressé à des athlètes de bon niveau. Donc j'ai pas Tu vraiment entraîné m'étonnes. des athlètes très amateurs. J'ai très vite eu des gens d'un bon niveau. Je crois que le premier finalement avec qui j'ai discuté entièrement, c'était Maxence Bruyas, qu'on n'a pas Ouais, cité, mais qui a aussi couru très vite sur c'est 800, vrai, c'est qui vrai. réfléchissait un peu voilà, à changer d'approche d'entraînement. En tout cas, j'ai commencé, je crois, à discuter avec lui, et puis après, assez vite, Arthur, et puis au fur et à mesure, les autres noms que tu as cités au fil des mois. On va dire que ça fait 1 an et demi, allez, 2 ans que je suis un peu dans cette approche-là, mais ça reste très très récent, en fait, hein, d'entraîner vraiment. Ok. Et du coup, Euh, donc ces athlètes sont venus te voir. Alors comme tu as dit, donc il y a Maxence Brouillat qui est un très bon coureur de 800 et tu as des noms un petit peu plus connus sur la scène internationale comme Fabien, comme Arthur, comme Corentin. Mhm. Ces athlètes, ils avaient déjà des coachs, des staffs, etc. À ce moment-là, toi, Ouais. comme tu l'as bien dit, tu n'avais pas encore énormément d'expérience en tant que coach, tu étais assez jeune, t'avais jamais eu sous ta responsabilité la perte d'athlètes un peu de ce rang-là, de manière 100% autonome, hein, je veux dire. Et du coup, ces athlètes qui ont un gros niveau, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher avec toi? En fait, ma question, je la tourne un peu autrement, mais qu'est-ce qui fait que un type aussi costaud que Fabien Palco, il est venu te voir et il te dit, ok, Vincent, je te confie, encore avec des guillemets, mais je te confie un peu ma performance. Est-ce que c'est le fait que tu sois jeune, que tu as une vision un peu différente, que tu proposes quelque chose de différent de ce qu'ils ont toujours fait? C'est quoi un peu pour toi la recette de ça? Ouais, alors c'est une question compliquée, hein, parce que peut-être que pour la plupart d'entre eux, ça serait mieux que eux-mêmes répondent. C'est pas super évident pour moi, C'est mais vrai, c'est vrai. non, non. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que alors c'est un peu différent des temporalités parce que en fait, je connaissais Maxence et Arthur par exemple avant de les entraîner assez bien, on va dire. Donc c'est un rapport qui était un peu différent de Fabien qui est venu me chercher un peu plus tard, on va dire, par Ouais, rapport au coaching où j'avais déjà entraîné, en tout cas commencé à entraîner certains des autres garçons depuis quelques mois avec entre guillemets plutôt des résultats relativement probants pour la plupart d'entre eux. Donc ça c'était un peu différent. Je pense que chacun a un peu comment dire, enfin saisi les choses différemment. Fabien avait déjà commencé à adapter, on va dire un peu la planification qu'il utilisait l'an dernier avant les Europes de cross, enfin avant la saison ouais, hivernale, on va dire. Et finalement, bah, ce qu'il faisait, ça se rapproche beaucoup du modèle qu'on suit aujourd'hui, nous, davantage. Donc, si tu veux, c'était plutôt un rapprochement logique pour lui. Alors que pour d'autres, bah, c'était plus des échanges. En fait, c'est des gens que je connaissais déjà, donc avec qui j'avais l'habitude de discuter athlée, entraînement, sans chercher d'ailleurs à moi à les entraîner parce que c'était pas le projet de départ. Et puis un ouais. jour, on s'aperçoit finalement conjointement que bah pourquoi pas, qu'il y a ce projet d'essayer de regrouper au moins dans l'approche et numériquement des athlètes qui sont pas au même endroit mais qui s'entraîneraient avec une approche similaire. Donc tout ça, ça a pris en fait assez vite. En se disant qu'on pouvait quand même s'organiser des stages ensemble, qu'on essayait de mutualiser quand même des choses. Donc c'était un peu l'émergence de ce groupe, bien que finalement avec mon recrutement, bah, ce groupe-là, même s'il existe toujours, bah, le projet tel qu'il avait été imaginé, là, il s'est un peu arrêté de grandir, quoi. Ouais, justement, en gros, toi, au niveau timing, c'est ça, c'est que la consistency team avec Fabien, avec Corentin et tous les autres, elle s'est créée. Et ensuite, toi, quelques mois après, tu as été recruté par OAC, donc tu as dû un peu jongler sur deux tableaux pendant un petit moment, et voilà, c'est ça un peu la chronologie, quoi. Bah, c'est surtout que en fait on était en stage en fait quand j'ai appris Ah oui, que c'était une option de d'aller travailler avec On. On était en stage tous ouais, ensemble donc c'était encore plus clair les d'accord. discussions. Donc ouais aujourd'hui le plus clair de mon temps et mon seul employeur ma seule mission professionnelle c'est de travailler avec les athlètes On. Mais à côté j'ai préservé quand même bah, les athlètes que j'entraînais déjà. J'ai pas ajouté d'athlètes
à l'exception de Donovan qui est avec l'équipementier, donc pour lequel c'était assez Ouais, simple. Mais j'ai pas ajouté d'athlètes au setup, c'est juste que du coup j'essaie de continuer à développer ça, on va dire, d'entretenir ça à côté de mes missions professionnelles. Mais juste le projet a pas pris autant qu'il aurait pu prendre peut-être si j'avais pas trouvé de job directement après quoi. ouais, bien sûr, ok. Mais bon, c'est Ouais, plutôt une bonne nouvelle pour moi, hein. Je veux ouais, dire, bah ouais, là, on le tourne c'est sûr. négativement, mais c'est plutôt une super opportunité pour moi. Et puis, je pense surtout que j'ai réussi aussi à, voilà, enfin, à continuer à progresser largement ces 6 derniers mois, aussi avec une expérience pro de ce niveau-là, quoi. Donc, Ouais, c'est bah, bien sûr, bénéfique à bah, tout le monde à la sortie. ouais, justement, c'est le point que je voulais aborder. Maintenant, ça fait une bonne transition, mais donc pour rappel, donc toi, depuis quelques mois là, tu t'es fait débaucher par OIC, donc l'équipe élite de On sur le demi-fond. Et en fait, c'est un truc de fou parce qu'il y a quand même des sacrés athlètes là-dedans. Au niveau français, tu as Donovan Christian, tu as Corentin Leclésio, mais au niveau international mondial, tu as des athlètes comme Tom Elmer, George Miles, donc des sacrés cadors, on va dire. Euh, comment ça s'est passé en fait? Tu vois, je te pose la question naïvement, mais j'imagine que dans le monde, t'es pas le seul à avoir un petit peu les compétences que tu as. Comment ça se fait que ce soit toi qui te sois retrouvé à coacher des gros cadors comme ça, et même comment ça se passe en fait, est-ce que tu entraînes cette équipe? Est-ce que tu leur apportes un soutien scientifique, on va dire? Ou est-ce que c'est juste de la planification, des trucs comme ça? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette parenthèse de OIC? Ouais, je reprends juste Donovan, il est sponsorisé par On, mais il est pas partie Ah prenante du ok, groupe, à ok, contrario de Corentin. C'est juste pour la clarification, ouais, mais ok, y a merci. pas de souci. En fait, si tu veux, alors c'est le hasard, je reprends un peu ta question du départ, comment je m'en suis arrivé à ce job-là. C'est un peu le hasard des fois, hein. En fait, à Budapest, au championnat du monde en 2023, j'étais en vacances avec des potes. Par l'intermédiaire de Clément qui travaille chez On, j'ai été amené à rencontrer pour la première fois l'entraîneur en chef du coup du groupe, Thomas Dressigacker. Pour la première fois, on a discuté à Budapest. Et à cette période-là, il n'y avait pas du tout de projet, enfin, il n'y avait pas de projet directement lancé de recruter quelqu'un d'autre là-dessus. Mais on a Ok, commencé à discuter assez longuement ce jour-là à Budapest d'entraînement, de sa vision, de voir qu'on avait des approches relativement similaires dans la façon dont on entraînait les athlètes. Donc c'était une discussion super intéressante. Et puis ça s'est arrêté là parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de projet qui était en cours côté On pour ça. Et puis le fait est que du coup quelques mois après sort une offre d'entraîneur adjoint. Donc il y avait déjà un premier contact, on va dire, qui avait été effectué par hasard, d'avoir rencontré quelqu'un de la structure en parallèle, en amont plutôt. Et puis après, bah non, tu sais, il y a des tours de recrutement, un peu comme dans plein de recrutements dans le privé, je dirais. On a discuté d'abord avec ceux qui s'occupent de côté marque de la structure, ensuite avec les athlètes, pour essayer de voir si ça avait l'air de fitter. Et puis voilà, je me suis retrouvé là-bas assez vite au final, hein. ouais, Donc oui, comme tu l'as dit, il y a un groupe de 14 athlètes qui sont de nationalités différentes. Donc ça aussi, c'est une caractéristique quand même particulière, avec des Anglais, des Néerlandais, des Allemands, des Espagnols, des Suisses. Voilà, donc ça recoupe quand même assez large en Europe. Et finalement, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant parce que ça crée quelque chose qui n'existe pas ailleurs, au sens où cette structure pro vraiment dédiée à l'entraînement de haut niveau payée par une marque, voilà, elle n'existe pas ailleurs pour l'instant en Europe, quoi. Donc ça c'est super intéressant parce que ça regroupe des athlètes, des talents qui sont plutôt pour la plus grande partie d'entre eux assez jeunes et à un stade plutôt ouais, bien sûr. on va dire jeune de leur carrière encore pour la plupart d'entre eux, et voilà, s'entraîner ensemble dans des conditions très favorables et du coup avec un staff professionnel qui ressemble à ce que peut faire d'autres sports en fait dans le contexte professionnel quoi. Ouais, c'est ouf. Et du coup, alors, ouais, parce que moi, tu vois, je suis évidemment un peu tout ce qui se passe en termes d'équipe, de perf et tout ça. Euh, Tous ces athlètes-là, ils s'entraînent ensemble, c'est-à-dire qu'ils suivent le plan d'entraînement que vous leur donnez, et ensuite vous venez faire le support, le coaching, je vulgarise, mais en gros le coaching et tout ça, ou est-ce que c'est juste de la supervision, mais après ils ont chacun leur entraîneur? Tu vois, comment est-ce que c'est structuré un petit peu cette performance? Ouais, non, non, c'est vraiment nous qui planifions avec Thomas. Donc ça m'a permis de me remettre en tête la question précédente que j'ai un peu sur laquelle je n'ai pas Oh, répondu. t'inquiète, Donc non, c'est mon rôle. mon job c'est vraiment d'entraîner en fait. Donc oui, on a une approche qui est
je dirais, assez contrôlé et assez scientifique de l'entraînement. Donc, on mesure beaucoup de choses, on utilise des outils, on analyse des données, ça on le fait. Mais en fait, mon boulot tous les jours, c'est d'être à l'entraînement et Ouais, comme n'importe quel coach, de prendre des chronos, planifier, pacer à vélo, enfin voilà, de faire des choses tout à fait classiques. Donc, je suis pas sport scientist en tant que fonction. C'est ce que je fais en fait à côté et pour me rendre meilleur coach, je pense, dans ma prise de décision. Mais mon boulot, c'est d'entraîner quoi. Donc, on entraîne. ok. On planifie, comme tu l'as dit, l'ensemble des athlètes, enfin, je veux dire, sur la totalité de leur carrière, enfin de leur carrière, de leurs années avec nous, en tout cas pour l'instant. Ouais, Donc l'idée, c'est que on organise des stages, donc par période, l'ensemble du groupe ou une partie majeure du groupe est en stage ensemble. Ça peut être en Suisse, ça peut être en Afrique du Sud, qui est l'endroit où on passe le plus clair du temps en hiver, ou ailleurs. Et il y a des périodes, du coup, au niveau de la mer, où là, ils retournent dans leur pays pour voir un peu leur famille, leur entourage, voilà. Mais on continue même dans ces périodes-là de les entraîner, et ils n'ont pas d'autres entraîneurs avec eux directement, quoi. ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment hyper spécifique, ouais, parce qu'en général, bon, on ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est vrai qu'en général, quand on regarde un peu des athlètes pros, même qui courent pour une marque, bah, ils sont tous un petit peu éparpillés à droite à gauche, et à chacun a son propre fonctionnement, et en fait, ils ne se rassemblent que pour des compétitions ou pour des staffs un peu, enfin des périodes de staff d'équipementier. Donc ouais, c'est sûr que ça doit être vachement intéressant. Je pense que tu devais être content d'avoir été recruté pour faire ça, parce que ça a l'air d'être quand même vachement cool. Je pense que c'est beaucoup de boulot aussi, mais ça a l'air d'être Ouais. incroyable. Et si on regarde un petit peu plus large, je reviens un petit peu sur les athlètes que tu coaches, sur bah, cette dernière année que tu as passée à entraîner différents athlètes, que ce soit pour OAC ou d'autres athlètes. Moi, personnellement, j'ai été impressionné par un parcours. Alors, c'est celui qu'on a le plus vu l'année dernière, mais il y en a d'autres qui vont progresser aussi, hein, ça j'en doute pas. Mais moi, j'ai été hyper impressionné par le parcours de Corentin Leclésio, qui est passé en quelques mois, en tout cas en moins de 2 ans, d'un très bon coureur de 800 mètres avec un niveau national, pré-national, à être un mec qui fait les jeux, quoi. Je trouve ça incroyable. Est-ce que toi, quand tu as pris son entraînement en main, tu t'attendais à ce que ça fonctionne aussi bien? Tu le pressentais, ou alors c'est un petit peu, même pour toi qui gère tout ça, c'est un peu la surprise pour l'entraîneur? Je dirais entre les deux, ça serait très facile de dire oui, on l'avait prévu, on le voyait, et ça serait C'était un peu, planifié. ouais, et ça serait un peu faux de dire que je pensais qu'il allait pas du tout progresser, et voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que enfin, je pense qu'il faut rester très très humble avec l'entraînement, euh, de façon générale, avec ce qu'on fait, jamais être fermé à ce que peuvent faire les autres, essayer de discuter, et être dans cette amélioration permanente, parce que je pense que quand on continue à reproduire la même chose sans se remettre en question, c'est là qu'on stagne, pardon, voire qu'on régresse. Et du Ouais, coup, moi, j'étais un super jeune coach. Là, tu l'as dit, j'avais un coureur de 800 qui, du coup, avait déjà couru vite avant d'être avec moi, mais en effet, qui avait fait déjà un gros progrès avec son entraîneur précédent la dernière saison, donc pas cette saison, la saison précédente, ouais, qui était déjà passé de 1,48 quelque chose à 1,45,6, si je dis pas de bêtises. Donc c'était déjà un gros gros gap pour lui. Mais il y avait déjà des petites choses à l'entraînement qu'il avait changé, je pense, finalement, dans la direction de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, donc oui, c'était particulier parce que lui, du coup, changeait de coach alors que qu'il avait battu ses records. Et moi, c'était un challenge parce que j'avais jamais entraîné d'athlète de ce niveau-là sur le 800 mètres. Alors j'avais déjà Arthur, du coup, à cette période-là, sur le 15, ouais. mais j'avais pas d'athlète sur 800 mètres. Donc ouais, c'était un super challenge. Et au début, ça c'est pas un mensonge pour le coup, lui, ça a toujours été son projet, quoi. Quand on a commencé à discuter Ok. ensemble, je crois que c'était en fin d'été 2023, du coup. Lui, il a toujours eu en tête, bah, moi, je voudrais vraiment faire les minima et me mettre dans la course pour les jeux, quoi. Ce qui était un avis qui déjà voilà, était très très optimiste et Ouais, très très motivé, mais qui, c'est vrai, si on regarde les choses factuellement, pouvait paraître un peu comment dire, idéaliste ou voilà, ou ouais, rêveur, quoi. Mais le fait est qu'il l'a ouais, bien fait, sûr. et bien fait largement, puisqu'au final C'est clair. je vais un peu vite, mais du coup il a largement fait les minima olympiques, et voilà, il était au jeu, quoi. Donc pour lui, c'est quand même une sacrée belle histoire cette année 2024, ouais. Ouais, c'est une dinguerie. Et la question, alors, elle fait un peu le pont, le lien avec la prochaine partie de l'épisode, mais
où on va parler un peu de ta méthode, de comment toi tu entraînes, tout ce que vous mettez en place un peu avec tes athlètes, etc. Mais si on reprend le cas de Corentin, est-ce que tu penses que c'est reproductible, ça? Je veux dire, en fait, si on prend un athlète qui a évidemment un certain potentiel et qu'on lui applique la bonne méthode, est-ce que ça peut, de manière systématique, conduire à une progression j'aime pas le mot spectaculaire parce qu'on a l'impression que c'est de la magie, qu'il y a un truc mystique là-dedans, mais je vais dire un peu impressionnante. Ou est-ce que on est quand même hyper limité par toutes les conditions naturelles, la génétique, tout ce qui est un peu environnemental, etc. Enfin, je reformule ma question, mais est-ce que ce que tu fais aujourd'hui avec tes athlètes, tu penses que dans une certaine mesure, c'est reproductible avec des athlètes qui sont moins bons, ou en tout cas qu'on n'a pas encore décelé à ce niveau-là? Alors ça, oui, clairement, je le pense, j'en suis même convaincu. En revanche, il est clair que la proportion de progrès, elle reste liée à dans quelle mesure la méthode, bien qu'on l'individualise, elle est, tu vois, elle te permet de faire passer de progresser physiologiquement par rapport à ce qu'on entraîne. Donc tout le monde ne Ouais. peut pas s'attendre, je pense, à des progrès aussi forts parce que bah il y a le niveau de départ et il y a surtout où on en est sur les facteurs physiologiques qu'on essaie d'améliorer avant. Par contre, je suis même convaincu qu'il y a beaucoup d'athlètes, même à très haut niveau, qui n'ont pas optimisé leur potentiel en compétition parce que leur méthode n'est pas assez, comment dirais-je, n'est pas assez Abouti. équilibrée d'un point de vue physiologique. Voilà, Ouais. c'est ça que je veux dire. Ok. Pas abouti parce que abouti, ça voudrait dire forcément que c'est moins bien. C'est pas ce que je dis juste que il faut, je pense qu'il y a dans l'approche de l'entraînement, surtout cette distance-là du 800 mètres qui est très, très particulière, parce qu'on se dit que c'est un effort très intense, très, très difficile à performer, hein, cette distance de 800 mètres, quel que soit le niveau d'ailleurs. Même le coureur qui fait 2 minutes 5 au 800 mètres, il a bien mal à la tête quand même quand il termine. Donc c'est une distance Ouais. qui est très particulière. Et on se dit que pour ça, il faut s'entraîner de façon très très difficile. Alors qu'en fait, nous, on prend un contre-pied qui est assez fort à ça. Et la philosophie dans laquelle on entraîne même le 800 mètres, elle est beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus aérobie, je dirais, que ce que font beaucoup de coachs. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, aujourd'hui, sont assez loin d'un standard européen, mondial ou olympique, et qui, avec une approche un peu plus contrôlée, pourraient faire des progrès. Pas tous, et pas tous dans la proportion de Corentin, ça j'en suis bien d'accord, mais je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup qui pourraient en bénéficier, ouais. D'accord. Bon bah écoute, c'est plutôt inspirant. J'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui se diront que ok, on a quand même un peu de marge avant d'atteindre le bout du bout de ce qu'on est capable de faire. Et alors, parmi les athlètes que tu coaches, bah, justement, tu as dit que Corentin et Maxence Bouya faisaient du 800 mètres. Il y a Corentin qui fait niveau olympique. Et tu as aussi des coureurs de 10 000. Tu as un peu une palette assez large d'athlètes. Tu as du 800, du 1500, du 10 000. Tu as aussi chez On des athlètes qui font un peu de 5 000, je crois. George Miles, il fait maintenant du 5 000. Si on reprend un peu ta nouvelle approche. J'emploie le mot nouveau parce que je suis je vulgarise beaucoup là-dessus, mais c'est très un peu buzzword avec double seuil, méthode norvégienne, etc. Et j'ai cru comprendre, alors peut-être que c'est pas le cas et tu pourras me contredire là-dessus, mais j'ai cru comprendre que tu étais un peu un coach qui s'inscrivait dans cette nouvelle démarche, nouvelle approche, sans décortiquer toute ta méthode d'entraînement, parce que je pense qu'on y passerait des heures et puis je suis pas assez calé pour ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça fonctionne l'entraînement avec toi? Tu parlais de contre-pied, par exemple, tu parlais de contrôle, tu parlais de pas forcément être tout le temps dans le dur, des choses comme ça. Est-ce que tu peux me dire, en fait, un petit peu dans quelle volonté, comment dire, dans quelle structure ta méthode, elle s'inscrit? À quoi ça ressemble, en fait, l'entraînement avec Vincent Guyot, quoi, en gros? Ouais, alors même si je comprends la nécessité de vulgariser par novatrice, moi je dirais qu'il y a pas grand-chose de nouveau, hein, dans l'approche de contrôler l'entraînement. Si on regarde, ce Ouais, qu'on sait, ce que les recherches scientifiques se sont intéressées à prouver et ce que font certains depuis des années, c'est pas vraiment nouveau. Par contre, c'est minoritaire, ça c'est clair. Si on regarde aujourd'hui à haut niveau, le contrôle des intensités, bien qu'il commence à devenir un peu plus intégré à certains autres groupes d'entraînement ou athlètes, ça reste celui qui a pas le plus encore le vent dans le dos. Si on regarde vraiment comment les gens enfin comment s'entraînent les gens et est-ce qu'ils changent un peu leur façon de s'entraîner ouais, au fur et à mesure du temps ou pas. Maintenant pour revenir à l'approche, voilà, comme je l'ai dit, sans faire de détails très physiologiques, nous on s'intéresse vraiment à essayer de d'avoir une approche très contrôlée des intensités. Ça veut dire que
voilà, j'ai besoin, au-delà de m'intéresser au ressenti de mes athlètes, de collecter des informations avec des outils pour me permettre de faire des meilleures décisions, de prendre des meilleures décisions. Donc ça va de suivre, pas juste mettre un capteur FC, mais vraiment en chercher à en tirer des, des, des directions, pardon. Ça peut aller avec de Ouais, la lactatémie, ça peut aller avec du capteur de puissance, ça va aller avec des variables mécaniques pendant la course, pendant l'entraînement, analyser plus précisément ce qui se passe pendant une course en matière d'évolution de la cadence, enfin ce genre de choses. Donc le contexte général, il est quand même assez... on utilise des données pour prendre des meilleures décisions. Ça ne veut pas dire qu'elles se substituent au ressenti, ce qui est souvent ce qu'on imagine. Ça veut juste dire qu'on essaie de donner un caractère objectif additionnel à ce qu'on fait à l'entraînement en compétition. Un peu plus précis ok. que d'autres peut-être. Et ensuite à l'entraînement, ce que tu as dit, en fait, c'est assez difficile à résumer, mais je dirais que nous, on voit très très peu l'entraînement par l'allure spécifique, quelle que soit ta distance. Que tu sois coureur de 8 ou coureur de 10 000 mètres, l'intensité spécifique, donc en gros mon allure 800 mètres sur 800 mètres et mon allure 10 000 mètres sur 10 000 mètres, elle m'intéresse très Ouais, très 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 peu à l'entraînement. Parce qu'en fait, ok. je considère que tu peux forger des adaptations bien plus intéressantes dans les différents champs que tu investigues, donc pas tous les jours les mêmes adaptations, mais selon les adaptations que tu recherches, tu peux les forger bien plus intensément, bien plus efficacement avec d'autres intensités. Et la plupart du temps, surprise, c'est des intensités qui sont sous maximales. Alors, D'accord. le coureur de 8, il va faire des lignes plus vite, il va faire un peu de sprint, évidemment, il va faire des choses plus rapides aussi que l'allure 8, mais la plupart du temps, on court extrêmement peu à l'allure spécifique. Alors que les approches, parce qu'il n'y a pas une approche, tout le monde ne fait pas de la même manière en France, mais l'approche plus générale, c'est quand même de consacrer beaucoup de temps à cette allure spécifique, parce qu'on se dit que on résiste mieux en s'entraînant à cette allure spécifique, en tronçonnant la distance du 800 mètres en portions et en répétant ses efforts dans le temps. Et nous, en fait, on prend le Ouais. contre-pied complet, on essaie de s'attacher à des adaptations physiologiques et on se dit qu'on n'a pas besoin de courir à l'allure spécifique pour être plus fort à l'allure spécifique. Et pour exemple, ça veut dire que Corentin, l'an dernier, alors il a fait beaucoup de compètes, donc on peut dire que ça c'est de l'allure spécifique, c'est vrai. Mais avant d'arriver en Ouais, bien compète et sûr. donc avant de battre son record pour la première sortie de l'année, il avait fait une séance avec de l'intensité spécifique, une seule dans l'année. Alors que certains vont faire ça toutes les semaines, en tout cas sur l'été. Donc c'est un exemple. Deuxième exemple plus récent avec le 10 000 mètres, c'est un peu la même chose. Évidemment, quand on progresse beaucoup en sous-maximal, sur nos seuils physiologiques, quand on est coureur de 10 000, bah, on court proche de l'allure spécifique, hein, parce que le coureur de 8, il court beaucoup plus vite par rapport à son seuil que le coureur de 10 000, ça c'est évident. Il est Ouais. beaucoup plus proche, le coureur de 10 000. Pour autant, Fabien, il s'est fait un peu vanner là sur les réseaux parce qu'il a couru son premier 1000 à Bordeaux. C'est son meilleur 1000 de la saison. En fait, il a jamais couru à l'entraînement à 1000 mètres plus vite que 2,46, je crois. Or, il a fait Ok. ça, enfin, il a fait 2,48 ou 2,49 sur 10 bornes, quoi. Donc, c'est juste pour dire que nous, on utilise très très peu ces intensités spécifiques à l'entraînement. Et ça, c'est pour mon groupe, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez OAC. En fait, on s'entraîne très très peu à l'allure spécifique. Un petit peu à l'approche des premières compétitions, mais c'est vraiment très marginal par rapport à ce que font d'autres. Et par contre, on consacre l'essentiel de notre temps à maximiser les adaptations à des intensités inférieures. Donc dans la zone de VO2 max, dans la zone enfin inférieure ou supérieure du coup pardon, en sprint à VO2 max et dans les zones seuil sous maximale à ces vitesses. Et là on y passe du temps et on essaie d'y passer du temps précisément, c'est-à-dire que pour ça on mesure, on adapte, dans la séance on fait des régulations, entre les séances on fait des régulations, on traque ses progrès et on essaie surtout d'avoir les athlètes, et ça je pense que c'est aussi un super point, d'avoir les athlètes investis dans cette approche-là. Parce que parfois, Ouais. euh, tu es un athlète même d'un niveau récréatif, mais d'un bon niveau récréatif, et en fait, si tu mesures pas ce type de choses, et même l'AFC par exemple, si tu t'intéresses pas du tout à l'AFC, si tu n'as que ton ressenti, ce qui est déjà une ressource, mais ton ressenti et une allure sur ton run ou sur ta séance, bah, c'est plus difficile d'objectiver des progrès. Alors que si tu fais rentrer tout le monde dans cette approche-là, de dire bah voilà, tu vois, nous, on croit à cette approche-là du progrès sous-maximal qui va amener à des progrès à l'allure spécifique. Et là, on a des éléments physiologiques et scientifiques pour le prouver. Bah, si tu crois à ça Ouais. aussi, toi, tu vas devoir progresser. Tu vas voir ta FC descendre, tu vas voir ta FC au seuil progresser, tu vas voir ta lactatémie au seuil descendre par rapport à ce que tu as fait il y a un mois. Et progressivement, tu vas vraiment rester dans un processus d'entraînement. Et plus tu es à haut niveau, je pense que plus c'est un point majeur parce que tu as tendance à te voir plafonner à l'entraînement si tu mesures pas beaucoup de choses. Alors que quand tu commences à te Mhm. dire, alors attends, on va mettre un peu de contexte autour de ça, peut-être tu vas voir des choses plus positives autour de toi bouger,
et voilà, te dire, bah en fait, non, tu es en train de progresser et tu es sur le bon chemin, quoi. OK, d'accord. Ouais, non, écoute, c'est hyper clair. Je comprends mieux, en fait, l'approche qu'il y a derrière tout ça. Et si jamais on reprend du coup, comme tu as commencé à le dire, à l'entraînement, je vais être hyper général, mais du coup, si je comprends bien, l'entraînement que vous faites un peu toutes les semaines, il est moins dur, entre guillemets, dans les extrêmes. On va moins se mettre des cartons, on va moins essayer de se prouver sur des séances un peu spé qu'on est capable de tenir ce qu'on est en train de viser. Et du coup, il y a plus de bornes à des allures plus basses en fait. C'est un peu, enfin, là Ouais. je vais être pareil, je vais vulgariser, mais là on commence à voir de plus en plus d'athlètes parler de SV1, SV2, VO2, SP, etc. Donc peut-être que c'est un peu des mots qui veulent tout et rien dire à la fois, mais en gros, vous passez beaucoup plus de temps à travailler en aérobie sur des allures actives, mais qui sont pas trop fatigantes, pas trop dures, c'est ça? C'est un peu la majeure partie de Ouais, l'entraînement, quoi, là-dessus. exactement. En fait, comme tu l'as dit, alors nous on s'entraîne plus en termes de quantité, ça c'est clair. Par contre, je dirais qu'en effet, l'entraînement il est beaucoup moins dur que beaucoup Ouais. de plans d'entraînement que je peux voir passer à ce niveau-là, quoi. Vraiment beaucoup moins dur. Et c'est un peu difficile à concevoir, mais je vais quand même essayer de m'y risquer. Parfois, on a en tête, et c'est assez logique, de se dire, en fait, la meilleure séance, si je fais une VMA, comme on dit en France, la meilleure séance, enfin la meilleure séance que je puisse faire, c'est terminer mes derniers efforts à fond. Enfin, voir Ouais. la meilleure moyenne possible sur, je sais pas, 10 fois 300, 12 fois 300, peu importe. Ouais. Et depuis qu'on est minime, cadet, on s'entraîne avec cette approche-là. Parce que bah t'es dans un groupe de cadets, t'as envie de taper ton pote sur la dernière rep du 300, donc bah tu mets tout ce que t'as et en fait tu finis voir tes dernières reps, t'es complètement à fond quoi. S'il fallait faire un 11e 300, tu serais pas capable. Ça c'est l'approche qui est en fait assez, on se dit c'est logique. Plus je m'entraîne dur à l'entraînement, bah plus je vais progresser. Et en fait ça c'est pas juste faux parce qu'on prend des risques d'un point de vue blessure, c'est aussi complètement faux physiologiquement en fait. Si on s'intéresse à ce qui se passe en termes d'adaptation, on se rend compte que bah non, faire du seuil et être bien au-dessus du seuil et ça pendant des années, en fait ça n'améliore pas du tout autant que pourrait le faire un entraînement bien contrôlé au seuil pendant des années quoi. Donc Ouais. l'ego, OK. je dis toujours ça de mon côté, l'ego pour moi c'est un des pires ennemis quand on commence à réfléchir dans une perspective de performance et d'optimisation. Évidemment, quand on a juste envie de se divertir 2 fois dans la semaine, on peut aller se faire des 300 à fond et juste s'amuser à taper ses potes. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Et voir, ça fait partie du jeu aussi de la Ouais, bien formation sûr. d'athlète, de participer à ça, tu vois. Mais en fait, ça, à l'entraînement avec des athlètes de haut niveau, dans 98% des cas, c'est complètement pas fructueux. Mais alors, vraiment pas. OK. Parce que Ouais. moins intéressant d'un point de vue adaptation et en plus ouais, enfin t'as rien à gagner en fait à t'entraîner plus intensément la plupart du temps. Donc nous on cherche vraiment à la plupart du temps beaucoup plus contrôler les intensités et comme tu l'as dit passer plus de temps dans des zones sous maximales. Alors attention, quand on est mauvais au seuil entre guillemets, ça paraît très lent, ok, mais à mesure qu'on progresse, ce seuil c'est plus autant de la balade sur le Ouais, ça point bouge. d'un point de vue Il bouge, mécanique ouais. qu'avant. Un exemple concret, Corentin, quand on a commencé à travailler ensemble, il avait un premier seuil. Alors, je me risquerai pas aux définitions, c'est pas le sujet du podcast, mais un premier seuil autour de 4,10, ok. Ce seuil Ouais. aujourd'hui, il a bougé de près de 45 secondes, ok. Donc au Ah départ, oui, il doit faire d'accord. des intervalles à OK. 4,10. Aujourd'hui, il fait des intervalles à 3,30 plutôt, ok. Donc Ouais. forcément, tu vois le chemin qu'il y a eu en finalement pas si peu de temps, ça fait un an, mais ça reste relatif, hein. Donc, quand tu fais des intervalles à 4,10, alors qu'il avait déjà un niveau élevé, hein, bon, finalement, t'as l'impression que c'est beaucoup plus facile que ce qu'il fait aujourd'hui à 3,30. Alors qu'en fait, physiologiquement, c'est la même chose. Il est dans le même domaine D'accord, ouais. d'intensité. Il est Ouais. relativement à son niveau, il est au même niveau. Et ce que je veux juste dire, c'est que du coup, des fois, on a l'impression que si on voit un plan, on se dit ce qui explique ton chrono, ce qui explique ce que tu es capable de faire, c'est parce que, je sais pas, tu fais un 10 km et pour être sûr que tu vaux, je sais pas, tu vaux de 35 minutes au 10 km, tu vas te faire 8 fois 1000 à 3,30, récup 1,30. Si tu fais ça, tu vas faire tes 35 minutes au 10 km, tu vois. Et en fait, nous, on Ouais, raisonne ouais, je vois très complètement à bien. l'envers parce que si on regarde nos plans, il y a plein de gens, je pense, bien moins bons en compète qui sont capables de réaliser ce qu'on fait à l'entraînement. Sauf qu'en fait, il les réalise dans des zones beaucoup moins contrôlées que ce que font nos athlètes. Ouais. Du coup, ils forgent beaucoup moins d'adaptation que ce que font nos athlètes. Et en sortie en compète, ils peuvent faire le même entraînement, mais ils sont incapables sur un effort continu d'être aussi forts. Donc c'est vraiment comme ça Ouais, qu'on OK. conçoit l'entraînement, en se disant on a des zones physiologiques individuelles.
On adapte l'entraînement. Le coureur de 800, il fait pas autant de volume que le coureur de 10 000, évidemment. Le coureur de 800, peut-être que le double seuil, c'est pas à propos. Corentin, il a pas fait de double seuil de l'année entière l'an dernier, parce qu'il n'était pas capable par Mhm. rapport à son volume de travail, par rapport à ce qu'il faisait, sous ses niveaux, à bien encaisser, à facilement l'intégrer dans l'entraînement. Donc, on essaie vraiment pas de faire la même chose à tout le monde. Par contre, on essaie de tous faire un volume qui est plus élevé et surtout plus constant dans le temps que d'autres approches. Oui, Donc oui, ça fait ok. du temps, passer à courir, ça fait des kilomètres et on est peu adepte des jours complètement off aussi. On en fait très peu. Ok, bah écoute, non mais c'est hyper clair. Enfin, je suis content qu'on puisse aller un peu dans le détail comme ça parce que tu vois, il y a beaucoup de gens. C'est très à la mode en ce moment. On voit les Ingebrigtsen, on voit plein d'athlètes qui parlent justement de ciblage d'allure, qui parlent de plein de trucs, mais c'est toujours, on n'a jamais le fin mot la véritable explication d'un professionnel comme toi qui peut un peu dire à quoi ça sert, comment est-ce que ça se construit, pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt qu'une autre manière. Donc c'est merci de nous expliquer un petit peu tout ça, en tout cas décrypter avec nous la méthode que tu utilises. Et autre question, tu vois, moi, quand tu me parles de ça, moi, ça me fait rêver parce que je me dis, ah ouais, tiens, moi, tu vois, je suis un bon coureur régional, mon objectif, c'est de faire moins de 30 au 10. Waouh, j'ai trop envie de faire ce que Vincent il fait avec ses athlètes pour faire peut-être 29-30 à la fin de l'année, ce serait incroyable. En plus, surtout si c'est pas aussi dur que ce qu'il dit. Mais dans quelle mesure, en fait, l'athlète, il est tributaire en fait, de quoi il a besoin, l'athlète, pour faire cette méthode, pour la suivre? Parce que tu parles de lactatémie, tu parles de suivi, tu parles de ciblage des allures, mais j'adorerais, tu vois, faire suivre ce genre de démarche, mais est-ce que c'est du coup très compliqué, très coûteux, parce qu'il faut il faut un cerveau en fait derrière qui s'intéresse à ça. Est-ce que en fait vous êtes tributaire à chaque entraînement tu vois, de lactatémie, de capteurs, des trucs comme ça. En fait, est-ce que je vais encore vulgariser, mais est-ce que le coureur amateur lambda, il pourrait suivre cette méthode, en fait, dans la logistique, hein, j'entends. Ouais, c'est relatif. Juste pour rebondir sur une première chose, quand tu dis, quand tu dis, voilà, faut un cerveau pour réfléchir à ça. En fait, moi, je pense que l'approche, elle est beaucoup moins compliquée Ouais, que d'autres approches. Je pense qu'on a tendance aussi en France, et c'est logique, à se dire attention, il faut pas que ce soit trop monotone. Je veux faire des récup pincées, des pyramides, du dégressif, du progressif. Je balaye 5, 6, 7 allures dans ma séance différente. En fait, ça, souvent aussi, à nouveau, je pense, hein, là, à nouveau, hein, je le redis, il faut être super humble avec l'entraînement. Moi, je fais que ouais, décrire ouais. comment on travaille et ce en quoi je crois, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut et moi, je suis toujours super intéressé pour en discuter. Moi, je crois que en fait, les stimuli les plus simples, les séances les plus simples d'un point de vue comment elles sont designées, c'est les plus efficaces. Il n'y a pas Ok, besoin de réfléchir à des choses de très très compliquées pour mettre en place des bonnes séances dans des bonnes zones. Par contre, comme tu l'as dit, le contrôle de l'intensité, c'est un truc qui est central dans cette approche-là. Tu peux pas te permettre, enfin, si tu veux progresser et l'utiliser au mieux, c'est beaucoup plus compliqué si tu n'as pas de capteur de FC et que tu mesures jamais ta lactatémie. Aujourd'hui, ouais, nous, on a la chance d'avoir un setup avec OAC ou même avec Mega, parce que maintenant, j'ai vraiment poussé pour ça, où on mesure toutes les semaines, voire à ouais, OAC quasiment tous les jours. Quand on a besoin de le faire, on ok, le fait. Par contre, ça, c'est clair que pour un lambda, c'est très coûteux. Ça, il n'y a pas de discussion. Une bandelette, c'est à peu près 2 euros, 2,50 €. Chaque fois que vous mesurez, vous perdez 2,50 €. On peut le voir comme ça. Pour ouais, un c'est vrai. lambda, c'est beaucoup d'argent, c'est clair. Par contre, je crois beaucoup au fait que t'as pas besoin de te mesurer. Nous, on le fait parce qu'on a le luxe de pouvoir le faire, parce qu'on est avec des athlètes de très haut niveau, qu'on veut ajuster les stimuli dans la séance, contrôler, suivre des progressions. Mais en fait, tu peux le faire beaucoup moins souvent et quand même avoir des progrès intéressants. T'es pas obligé de tous les jours d'avoir ta lactatémie pour progresser. Par contre, un cardio, je Ok. pense que tu peux facilement le porter à toutes les séances. Moi, c'est une de Ouais, donc en mes fait, toi, conditions. Les gars dans mon groupe, ils tu ont tous les dirais, jours le cardio. ouais, donc toi, en fait, tu dirais par exemple un mec amateur comme moi, s'il veut se tenter, enfin, s'il veut essayer d'appliquer cette méthode, ça vaut le coup de faire une genre de cartographie en fait des marqueurs au début de l'entraînement, de définir des allures, des zones cibles, etc., de suivre le plan. Et je dis une bêtise, hein, mais par exemple, tous les mois, hop, je refais une petite Ouais, cartographie pour exactement. voir un peu où j'en suis, c'est ça? C'est un peu ce qu'on a essayé de faire au départ parce que les gars avaient pas forcément enfin, ils se lançaient aussi, tu vois. C'est pas forcément évident pour eux aussi de se dire, bah voilà, il faut que j'investisse, il faut que Ouais, j'achète un lactate pro, machin, que
Et Ouais, en c'est clair. fait, au départ, bah, c'est moins souvent. Au départ, moi, je suis allé, on a fait des tests sur le terrain, on a mesuré des choses, on a dit: «Bah, voilà, là, on ferme les yeux pendant un mois, on a plus de lactatémie, quoi». Mais c'est pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont très bien entraînés sans lactatémie, dans des approches contrôlées, il y a pas besoin de le faire tous les jours, tu vois? Donc c'est Ouais, bien sûr. possible, c'est plus compliqué parce que du coup, tu es un peu quelques semaines dans le brouillard et puis ça s'allume, ça s'éclaire le jour où tu mesures. Nous, on a la chance en fait, plus tu mesures souvent, plus souvent tu as une aide à la prise de décision. Plus souvent, tu dis: «Ah bah, je suis sur le bon chemin» ou «Attention, je suis Ouais, trop tu des au-dessus» ou données, «Attention, je quoi. suis trop en dessous». T'as des datas, Donc quand tu veux vraiment optimiser la zone et passer du temps dans une zone précise que tu as fixée, plus tu mesures, plus c'est facile de moins te tromper, quoi. Moins tu te trompes, finalement. ouais. Alors que quand tu fais du one shot tous les 2 mois, c'est plus compliqué. Mais c'est possible, je pense. Par contre, pour revenir à ce que tu disais, je pense que tu me disais de quoi on a besoin. Là où moi je vais être très franc, c'est qu'il te faut quand même, je pense, un rythme pro qui te permet de t'entraîner de façon très continue. C'est-à-dire que tu peux pas trop te permettre Ouais. d'avoir des périodes de 3 jours où, pour raison pro ou perso, tu peux pas t'entraîner. Ou après ça dépend du niveau, hein, quand je dis 3 jours évidemment, hein, de ton niveau. Mais ou je sais pas, comment? Des imprévus qui arrivent et qui font que, bah, non, ta séance du soir elle saute, tu dois la remplacer, tu dois faire autre chose, tu vois? Ça, je pense que Ouais, bien finalement, sûr, je comprends. c'est moins facilement adaptatif que d'autres approches. Ça, je le pense. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile OK. avec des pros parce que c'est leur boulot, ils ont que ça à faire. Et c'est possible à condition de, bah, se dire: «Bah, voilà, mon sport à telle heure, bah, j'en démords pas, je suis à l'entraînement, quoi». De ce point de vue-là, ouais, je pense que c'est le plus facile. Et par contre, faut être prêt à prendre le temps, quoi. Parce que c'est aussi de là que vient le nom du groupe au départ, c'est que c'est comme tout, hein, Ouais. ça se fait pas en 2 minutes. Eh ouais, Il faut tu enchaîner m'étonnes. il faut enchaîner des semaines, il faut enchaîner des mois et il faut être régulier et c'est ça qui, à la fin, paye. Mais au départ, tu vois pas forcément les progrès. Ouais, tu m'étonnes et bah, justement, c'est une très bonne question et en plus qui est un peu d'actualité. Alors c'est une info un peu, je vais pas dire confidentielle, mais qui est pas une info, hyper, connue du grand public. Mais récemment, bah, il y a Julien Ranck qui a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus exactement, qui faisait un peu un burn-out, qu'il avait du mal à s'entraîner parce que alors pour l'anecdote, Julien Ranck, c'est un mec qui suit cette approche, a toujours mesuré, toujours dans le contrôle. C'est un gars qui l'a beaucoup défendu et enfin qui en a beaucoup parlé, on va dire, plus que défendu sur Runix, à dire voilà, l'entraînement il doit être ciblé, contrôlé, jamais trop se cramer, etc. Et il y a quelques semaines, donc je le disais, il a fait une annonce comme quoi bah il a arrêté de s'entraîner de cette manière-là parce que il a fait un peu un burn-out. Moi, j'ai pas plus de détails que ça, mais qui trouvait plus vraiment de plaisir à s'entraîner en suivant uniquement ce style de méthode. Est-ce que toi, en fait, tu penses que tous les athlètes sont assez rigoureux, en tout cas que le cerveau humain, on va dire, il est assez bien conçu pour suivre une méthode comme ça pendant des années? Ou alors, est-ce que toi, c'est un truc auquel tu penses? Par exemple, des fois, tu as peut-être des athlètes qui sont un peu lassés, qui ont peut-être un peu ras-le-bol de s'entraîner toujours autant dans le contrôle et tout, tu vois, d'être toujours Mmh. hyper à faire des mesures, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quoi un peu ton retour sur cette petite news un peu de Julien Ranck? C'est quoi ton point Ouais. de vue en tant que coach sur je vais mettre des guillemets, mais la lassitude un peu de cette méthode? Ouais, bah, moi, pour être honnête, j'avais pas lu ça, sur les raisons de son arrêt, j'avais pas du tout lu ça par rapport à Julien. Mais c'est vrai qu'il avait Ouais, fait, je pense que c'est pas depuis le début de sa carrière, ni même de ses débuts de très bonnes années, je pense que c'est assez récent quand même, mais il s'était mis, c'est vrai, à davantage contrôler les intensités. En tout cas, il en parlait beaucoup. À nouveau, je pense qu'il faut être malin, faut pas vouloir non plus pousser les choses, trop loin, faut être progressif et comme je l'ai dit, nous on joue, même si on sait que peut-être telle séance serait optimale, si on se rend compte que de temps en temps, comme tu l'as dit, bah, il faut rompre un peu cette monotonie, ouais. faire un tout petit peu différemment, accepter que, il y a un peu de lâcher prise à droite à gauche, bah, tu peux enfin je pense que ça se fait, tu vois? En revanche, moi, j'ai pas de raison de penser que si à condition d'être capable de dire: «Mon ego, ça arrête d'être mon driver à l'entraînement, j'arrête de regarder ce que font mes concurrents», parce que ça, c'est dur aussi, hein, quand tu Ouais, t'entraînes plus doucement et ça que tu vois ça les doit autres être se terrible. faire du spé. Ah ça, c'est très dur. Tout le monde l'a Ouais, expérimenté en tout cas pour les Français que j'ai entraînés au départ. Pour tous, ça a été la même chose, hein. Ça a été des doutes, ça a été: «Mais tu sûr? Qu'est-ce que font les autres? Comment ça je cours aussi doucement au seuil? Les autres ils font du seuil beaucoup plus vite. T'inquiète, prends le temps». Mais c'est difficile tout ça, hein, parce que l'ego, c'est quand même un truc qui est super lié avec le sport, encore plus à haut niveau. Donc au départ, il faut réussir à être rassurant par rapport à ça. Mais moi je crois pas que si tu es capable, enfin pour moi si tu es capable de te faire une spé tous les 3 jours,
il y a aucune raison valable pour que tu sois pas capable de suivre un entraînement plus contrôlé, tu vois, tout au long de Ouais, l'année, quoi. Je veux dire, ouais, c'est bien plus sûr. lassant, ça peut être plus lassant. Faut jouer avec, de temps en temps, des paramètres pour faire que ce soit un peu moins lassant. Et puis, de temps en temps, il y aura peut-être quelque chose de moins cadré. Anecdote très drôle, je citerai pas qui, un de mes athlètes hier avait 10 fois 1000 au second seuil, et le 10e 1000, il a couru 15 secondes plus vite que les autres. Juste parce que, en gros, D'accord. il a vrillé, tu vois, et il a fini sa séance comme ça. Et donc à la fin, tu as ce truc de bah qu'est-ce que t'en dis? Bah en fait, si je réfléchis juste en tant qu'entraîneur qui vise des zones, je dis bah c'est débile en fait. Enfin, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Ça n'a pas d'intérêt. Tu Ouais. sers pas du tout les adaptations de ta séance à faire ça. Et puis si je réfléchis Mais en il y a tant un que intérêt plus psychologique, coach, ouais. bah un intérêt, je sais pas, mais en tout cas ce qu'il l'a fait, c'est que il lui passait par la tête qu'il fallait le faire. Donc je dis Ouais, pas que d'accord. j'approuve, mais je dis que ça fait partie peut-être de ce que tu dis, tu vois. Des fois, bah Ouais, faut pas être trop un petit rigide joker de avec temps en temps, le. quoi. Bah, en tout cas, je l'ai pas donné là. Il a été pris sans mon OK, mais en tout cas, voilà. De temps en temps, Ouais, il y a des choses où tu te dis, bon, bah voilà. Ou je sais pas, j'ai pas de pile dans mon cardio. Aujourd'hui, mon cardio, il me fait chier, je le prends pas, tu vois. Ça arrive aussi. C'est rare, ouais, mais d'accord. peut-être que de temps en temps, ça fait partie du jeu. Ouais, je vois très bien. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que faut pas non plus oublier la notion de plaisir. Je ne doute pas qu'il y ait pas de plaisir Ouais. dans cette méthode, hein, mais c'est vrai que je me doute qu'on reste quand même des humains, on reste quand même un peu des joueurs, des gens qui aiment bien, Mm. surtout quand tu es athlète, un peu faire le concours de quéquette de temps en temps. Je me doute que des fois, ça vaut le coup de lâcher un petit peu la Et, soupape pour se faire plaisir là-dessus, quoi. ouais, et j'insiste parce que je trouve ça vraiment intéressant. Parce que tu vois, on se dit, ouais, c'est moins fun, mais en fait, je trouve que ça peut être super fun de contrôler les intensités. Et moi, je le vois à l'entraînement avec des gars côté on qui font ça depuis des années. En fait, ils sont vraiment dans un jeu parce qu'ils ont forgé des sensations qui font qu'ils sont en capacité pardon, de prédire leurs valeurs, tu vois, de savoir Ouais, que là ils sont sur ouais. le fil, là qu'ils sont bien. Ils font des pronos avant d'avoir les valeurs. Ils jouent entre eux à non t'inquiète, je peux aller à 0,2 plus vite sur mon tapis et je vais être dans la zone. Tu vois, en fait, ça peut être beaucoup plus ludique qu'on en a l'impression. On a Ah l'impression oui, que c'est d'accord, OK. t'as une allure, tu bouges pas, machin. Mais en fait, quand tu commences à comprendre le truc, ça peut être beaucoup plus fun qu'on pense. Et en termes de plaisir, Ouais, à nouveau, je le redis, mais quand tu as l'entraînement toutes les semaines, tu as des marqueurs qui te montrent que tu progresses. Je connais pas beaucoup d'autres approches qui te permettent d'avoir ça, tu vois. Parce que quand tu fais des ouais, spé, le ouais, jour où tu es un tout petit peu moins bien, bah, tu as l'impression que tu es une merde absolue parce que tu as pris une seconde sur tes 300, tu vois. Donc, ouais. je trouve que finalement, c'est un truc qui peut être aussi super plaisant. Et je pense qu'il y a des bons exemples dans ceux que j'entraîne qui se plaisent à ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, en tant que coureur, un des sentiments les plus grisants que tu as, c'est, même sans parler de valeur absolue, de combien tu as fait tes 1000 et tout, mais c'est de te dire: «Tiens, c'est marrant, aujourd'hui, les 10 fois 1000 à 3,5 n'étaient pas si durs que ça». Donc du coup, on n'est pas allé plus vite, mais c'est juste: «Ah tiens, aujourd'hui, c'était pas si dur que ça», alors qu'un mois avant, c'était hyper dur de faire la même allure. Donc ouais, non, je comprends Ouais. qu'il y a un peu un cercle de récompense qui est en train de se créer quand tu commences à mettre plein de marqueurs et tout ça. Enfin, à condition évidemment de savoir les interpréter et de savoir ce qu'il y a derrière, j'imagine. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est là pour t'aider là-dedans, ça va être cool. Et moi, j'aimerais aborder la dernière partie de cet épisode qui est un peu bah, ta vision de l'entraînement, ton mot de coach. Parce que euh, en fait, dans le sport, et c'est un sujet que j'ai pu aborder avec d'autres personnes sur cet épisode, mais euh, moi j'ai souvent entendu dire qu'on pouvait être un bon coach mais un mauvais entraîneur, dans le sens meneur d'hommes, un peu le coach à l'américaine, qui sait trouver le mot juste un peu pour ses athlètes et les cadrer, mais qui sur le papier, d'un point de vue construction de séance, n'est pas forcément incroyable. Ou alors un très bon entraîneur, mais qui est dans le relationnel pas très bon. Toi, tu te qualifierais comment? Est-ce que, enfin, je pense que tu dois être un très bon entraîneur, vu quand même ce que tu fais aujourd'hui en termes pro. Est-ce que toi, tu te considères aussi comme coach? Est-ce que si jamais tes athlètes, tu vois, il y a besoin un peu de les cadrer. Bon, tu as des athlètes pro, j'imagine que c'est pas non plus la même chose qu'un club de 50e div, mais quoique, parfois, j'imagine que doit y Ouais. avoir des trucs, mais est-ce que toi, tu te considères en fait aussi comme coach? Genre, est-ce que si tes athlètes, ils ont un souci, si jamais ils ont envie de se défouler, j'en sais rien, ils ont besoin de motivation, du mot juste et tout ça, est-ce que toi, t'endosses un peu cette casquette-là aussi, ou c'est pas forcément ton rôle avec eux? Ouais, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, hein. Je vais encore pas être très court, désolé, mais bah, je crois, pour répondre Vas-y, directement, vas-y. je crois que en fait tu choisis pas, tu es un peu obligé d'être les deux de toute façon. Donc Ouais,
le fait est que oui, même si tu es celui qui planifie, tu es aussi celui qui est là à l'entraînement, qui doit gérer les moments de pression, qui doit motiver, qui doit être là quand ça va moins bien et qu'il faut réconforter. Heu et avant de répondre sur est-ce que je suis un bon entraîneur, un bon coach, moi je dirais surtout que en fait, pour moi, on a vraiment une vision ancrée qui est que le coach qui a des résultats avec un athlète, ça fait de lui un bon coach ou un bon entraîneur. Et en fait, ça, moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois que il y Ouais, a beaucoup de gens qui progressent et qui, du coup, sont à force, au fur et à mesure des années, devenus des bons athlètes, mais qui sont pas entraînés par des très bons entraîneurs. Parce que, au ouais, final, progresser, selon le niveau de talent, selon le niveau de prédisposition, voilà, on peut progresser de bien des manières. La question en sport de haut niveau, c'est pas de progresser, c'est d'essayer d'optimiser son entraînement. Et en fait, progresser, c'est pas du tout le gage de faire quelque chose d'optimal ou même de très bon à l'entraînement. Et à l'inverse, du coup, le contre-pied, c'est il y a des très très bons coachs, je pense, des très très bons entraîneurs, pardon, qui font des choses très bien et qui arrivent à bien individualiser la façon dont ils entraînent leurs athlètes mhm, et qui, parce qu'ils n'entraînent pas dans le contexte des athlètes de très haut niveau, des gens qui ont moins de potentiel, ainsi de suite, n'auront jamais un athlète de niveau ne serait-ce que national. Donc moi j'essaie surtout ouais, pas bien de sûr. dire que parce que mes athlètes ont eu des résultats, je suis un bon entraîneur, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Par contre, il est clair qu'avec mon parcours, je suis assez naturellement meilleur entraîneur que coach parce que moins formé à Ouais, comment réagir, comment gérer la pression et ainsi de suite. Il y a eu des moments quand même aux élites, par exemple l'an dernier, quand il y avait 4 athlètes pour 3 places au jeu sur 800 mètres où il y avait beaucoup de pression. ouais, C'est pas un cadre qui a été facile à gérer pour moi. Le deuxième point, c'est que je suis super jeune, que j'interagis avec des athlètes qui ont mon âge, parfois qui sont plus vieux, côté on. Euh, L'expérience, je pense que c'est aussi quelque chose de super fort pour être un bon coach dans la ouais, définition que bien tu sûr. donnes, tu vois. Et ça, il est clair que je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre là-dessus. Et qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant dans comment je planifie, ce en quoi je crois, et voilà, comment j'entraîne clairement, que voilà, à quel point je suis bon dans l'interaction, comment je trouve les bons mots. Je trouve que ça fait appel à d'autres compétences que j'ai pas forcément et qui, à mon avis, sont davantage liées à l'expérience qu'à l'apprentissage pur, quoi. Ouais, donc tu vas te bonifier avec le temps. En tout cas, on te le souhaite, quoi. Bah, Pour de ce l'instant, côté-là, je pense que c'est assez facile, tu ouais. vas progresser, ouais. Ouais, ok. Et petite question, moi c'est une question que je me pose en fait, parce que justement, comme tu le dis, tu es assez jeune, enfin on a le même âge, tu vois, je vois ce que tu fais, je vois les gens que tu accompagnes, je vois que voilà, tu as supervisé l'entraînement de plein de mecs qui sont au jeu, etc. C'est quoi le truc le plus important que tu aies réalisé sur l'entraînement? On va dire, avant que tu commences à faire toutes ces études, à faire tous ces boulots, tous ces tafs en lien avec l'athlé et à rentrer dans le vif du sujet avec OIC et tout ça, c'est quoi un peu le truc que tu as découvert, l'erreur à ne pas faire ou le point que tu n'aurais jamais pensé aussi important, le truc contre-pied total, etc. Enfin, je sais pas si ma question est très claire, mais tu vois, si tu devais donner un peu un conseil de coach, le truc un peu improbable, ce serait quoi à quelqu'un qui nous écoute? Là, c'est un peu difficile, j'en ai donné un peu, j'en ai déjà distillé Ouais, un peu c'est dur. auprès des précédentes questions. Je sais pas à quoi je donne le plus d'importance, mais si, en fait, ce à quoi je vais donner le plus d'importance, c'est qu'il faut du temps. Et du coup, que pour Ouais, ça, les petits efforts répétés payent beaucoup plus que le rush de motivation parce que j'ai une course dans 10 jours et qu'il faut que je cours maintenant, en fait. Donc, à tous les niveaux, du coureur lambda qui prépare un premier 5 km ou 10 km jusqu'à l'élite, je pense que la consistance, c'est quelque chose de central qui permet vraiment des adaptations à moyen terme et long terme les plus intéressantes. Le rush, ça fait jamais les meilleurs résultats continus. Ça peut faire un très bon résultat, mais ça fait jamais les meilleurs résultats continus. C'est peut-être un des trucs les plus clairs que j'avais déjà identifié avant même de vraiment me lancer dans ces projets et que je réalise encore plus tous les jours, quoi. ouais, OK. Ouais, bah, ça, c'est ouais, je me doute que c'est un peu le ouais, le truc auquel on fait pas assez attention et ouais, non, mais ça fait du bien de te l'entendre dire, en fait, d'entendre un mec, tu vois, qui coach des athlètes, comme ça, entendre, enfin, dire des choses qui paraissent aussi simples, aussi triviales, mais bon, Ouais, c'est toujours bon, c'est très simple, de hein. l'avoir en tête, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, Vincent, c'est un peu ma dernière question, enfin, c'est vraiment les 2-3 dernières questions avant qu'on s'arrête. Donc on enregistre cet épisode au mois de novembre 2024, donc on est en pleine période post-JO. Alors, il y a les athlètes, enfin, je connais 2-3 athlètes qui ont fait les Jeux et ils ont déjà repris l'entraînement.
toi, tu as suivi pas mal d'athlètes qui ont participé à ces Jeux Olympiques. Les prochains, ils sont dans 4 ans, ils sont à Los Angeles, donc ils sont en 2028. 4 ans sur une vie d'athlète, c'est quand même assez long. Je dis pas ça en termes de longévité d'athlète, parce que toi, comme tu l'as très bien dit, tes athlètes, ils sont assez jeunes. J'ai pas trop de doute sur le fait que dans 4 ans, tes athlètes, ils auront l'âge, on va dire l'âge, c'est pas une question d'âge, mais ils auront encore l'âge de participer à ces Jeux, d'être performants dans 4 ans. Mais ma question, elle est plutôt sur comment est-ce qu'on gère en fait la reprise de l'entraînement et de la compétition après avoir participé aux Jeux. Parce que quand on sort des Jeux de Paris, comment est-ce qu'au mois de novembre 2024, donc 2 mois et demi après, on s'y remet? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ces athlètes, ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont les crocs? Ou au contraire, ils surfent encore un peu sur ce qu'on appelle le blues des Jeux? Une question compliquée, surtout quand t'as, du coup, pour mon cas, environ 10 athlètes qui ont fait les Jeux, si je dis pas de bêtises, Ouais, il y a autant de côté réponses qu'il y a OFI. d'athlètes, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Par contre, ce que je dirais qui fait écho à cette question, je pense, c'est que les Jeux, euh, en fait, même si tu es un potentiel candidat à une éventuelle finale et du coup éventuelle médaille, je pense par exemple à Ataoui sur 800 mètres qui a fait cinquième. Ouais, En fait, c'est cinquième, c'est à la fois gigantesque quant à son âge, que tu as le niveau qu'il avait l'an dernier, et que tu cours déjà une 42-0, voilà, c'est juste fou. Et en même temps, bah, la compétition, par définition, le championnat, il sacre le premier, les 3 premiers. Et en fait, on ne sait pas qui est ouais, quatrième, qui est cinquième. Ces places-là, elles comptent pas vraiment. Donc, c'est super dur parce que même quand tu fais un résultat qui est super favorable, les jeux te ramènent à une réalité qui est terrible. Encore plus dans un contexte qui est juste dingue du demi-fond et fond mondial. Enfin, c'est assez fou le niveau qu'il y a aujourd'hui, la densité qu'il y a aujourd'hui, sur toutes les distances d'ailleurs. Donc, t'es malheureusement rappelé à bah ouais, mais en fait, entre guillemets, je suis que 5. Bon, pour autant, tu dézoomes un ouais. peu, puis tu te dis, attends, en fait, j'ai couru mon record cette année, je suis allé aux Europes, j'ai fait ça aux Europes. Enfin, il y a d'autres moyens de voir le progrès. Et je pense qu'il faut surtout pas tout voir à travers les jeux, même si forcément c'est le truc de référence, c'est l'événement de référence, que déjà beaucoup se disent bah oui en route pour 2028. Pour autant, 2025 c'est une année où il y a beaucoup de choses. Il y a des Europes en salle, il y a des mondes en salle, il y a des Europes sur route, il y a des mondes sur route et il y a des Ouais, il y a mondes dehors. plein de Voilà. trucs, ouais. Donc, et il y a des Europes de cross. Donc il y a Ouais. de quoi faire en termes d'objectifs, hein. On peut choisir des médailles ou des finales à aller briguer. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui, tu vois, enfin, je pense que moins que ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur, ils sont pas autant dans les jeux, c'est le seul truc qui vraiment a le plus de valeur, tu vois. Ils arrivent facilement à se dire, bah Ouais. 2025 c'est une année de fou, une saison qui va être super longue, il y a plein d'objectifs, on peut faire plein de choses, et qu'ils aient réussi leur jeu ou pas très bien réussi leur jeu par rapport à ce qu'on pouvait espérer. En fait, tout le monde est un peu dans le même mood. Tu coupes quelques jours, oui, t'as un petit blues parce que je pense que Paris était quand même gigantesque aussi d'un point de vue Ouais, c'est spectacle, clair. organisation. Enfin, je pense que c'était pas juste des jeux pour l'athlète, c'était quand même fou d'avoir autant de spectateurs au stade et autant d'ambiance. Pour autant, je pense que ouais, tout le monde a pris ces quelques jours off et voilà, est reparti à la tâche motivé quoi. Et puis la plupart d'entre eux même, ils Ouais. n'ont pas coupé directement après les jeux parce qu'ils ont couru encore après. Donc tu vois, au final, il n'y a pas une plaie olympique qui est restée ouverte et qui est difficile à combler quoi. Je le vois pas comme ça du tout. Ouais, mais écoute, c'est hyper positif, tu vois. Au contraire, moi, j'avais peur que tu me dises, ouais, bon, les gars et les filles, hein, d'ailleurs, l'équipe est mixte, bien sûr, mais j'avais peur que tu Ouais. me dises, ouais, ils sont un peu rincés, ils ont envie de reprendre encore des vacances et on les reverra pas de l'année. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y aura quand même pas mal d'objectifs cette année et qu'ils vont pas juste être un peu dans le blues des jeux, quoi. Ça, c'est cool. Et puis à nouveau, nous on court, enfin c'est ce que je disais avant, mais on court quand même beaucoup en termes de récurrence de course, c'est-à-dire que Ouais, la plupart des athlètes courent, enfin ils coupent très peu, il y a très peu de jours off dans la saison de façon générale et dans une semaine de façon générale aussi. Et ce qui fait qu'en fait ouais. quand tu coupes 2 semaines, t'as déjà un appétit qui est peut-être encore plus grand que celui qui, tu vois, a l'habitude de couper 3-4 jours par-ci par-là après des championnats. Nous on fait pas trop ça. Donc en fait le virus course à pied, là je parle d'un point de vue très amateur, mais finalement ce virus course à pied, bah, ils l'ont aussi, Ouais. donc ils ont hâte eux-mêmes de bah, tout de suite revenir à l'entraînement et s'y remettre quoi. Bah écoute, c'est vraiment hyper agréable de discuter avec toi parce que tu fais toi-même les transitions avec les questions que j'ai envie de te poser. Justement, tu l'as très bien dit, t'as dit les deux mots-clés, t'as dit virus de la course à pied et appétit. Donc ça enchaîne directement avec la prochaine question. Euh, quand j'ai la chance, on va dire, de parfois discuter avec des athlètes de haut niveau,
J'aime toujours leur poser la question de savoir s'ils ont toujours du plaisir à courir. Surtout quand c'est des athlètes professionnels, parce que tu vois, je suis juste un coureur amateur. J'ai plein de potes qui sont encore moins impliqués, on va dire, dans l'entraînement. Nous, on a du plaisir. T'as un plaisir à juste aller faire un footing. Moi, j'ai du plaisir à faire des belles semaines bien consistantes avec des courses qui fonctionnent bien. Mais je me suis toujours demandé, tu vois, si jamais un athlète pro, un mec qui est payé pour courir, qui est payé pour s'entraîner dur, est-ce qu'il a toujours un plaisir qui est intact? Est-ce qu'il a encore plus de plaisir que moi et mes potes à courir? Toi, c'est quoi un peu ton retour là-dessus? Est-ce que, tu vois, il y a toujours la flamme, même quand on a un passage professionnel dans cette discipline? Évidemment, Une il y a question autant de compliquée réponses encore. qu'il y a d'athlètes, j'imagine, Je sais mais pas si ouais. je suis peut-être pas le meilleur intermédiaire pour le coup parce qu'il y a ce que je vois et il y a ce que peuvent ressentir plus intrinsèquement les athlètes. En fait, ça dépend beaucoup je pense, de où t'en es aussi dans ta carrière. Nous, on a la chance, Ouais, enfin, on a la chance. J'entraîne quand même des gens qui, pour la plupart, c'est pas le cas de tous, hein, sont dans une phase montante de leur carrière, on va dire. Côté on, tout le monde a battu son record cette année. Donc tu ouais, vois, la dynamique elle est ascendante. Euh, et côté français, bon, pour parler des trois pros, Corentin, Arthur et Fabien, ils sont quand même dans des dynamiques qui sont, enfin pardon, Donovan aussi, des dynamiques qui sont assez ascendantes. Donc c'est différent de versus je stagne depuis 3 4 ans et je trouve pas de solution. Quand t'es pro, je parle, est-ce que je dois continuer, ainsi de suite. Ça peut être un peu différent. ouais, bien sûr. Mais côté pro, nous, le fait est que je suis plutôt amené là en ce moment à travailler avec des gens qui sont en train de progresser. Donc, ça, c'est un premier point qui reste, je pense, facilitateur. Et puis le deuxième point, c'est qu'on essaie quand même, côté on aussi, là, côté pro, du côté du groupe, de créer des conditions qui font que c'est plus agréable avec ce setup pro, avec ce groupe, avec ce staff, avec ce qu'on met autour de Ouais, t'es pas l'entraînement juste pour là pour courir avoir et t'es envie d'y pas payé rester, pour tu ça, vois. quoi. Ouais, ouais. Entre guillemets, peut-être que déjà tu t'entraînes pas tout seul la plupart du temps. T'es dans un cadre qui est quand même plutôt très très cool pour courir. T'as des conditions qui font que voilà, t'es en stage souvent. Enfin, c'est quand même assez favorable, je pense, par rapport à ce que peuvent avoir d'autres athlètes d'un moindre niveau ou même du même niveau Ouais, pour qui sont dans d'autres contextes, quoi, qui sont tout seuls ouais, bien parfois sûr. et dans des dynamiques moins positives. Donc je pense que la plupart sont quand même ouais, ils sont quand même Heureux? dans un bon ouais, ils sont quand même heureux. Après c'est super compliqué hein. Enfin moi je suis qui je suis pardon pour dire toi t'es heureux ou pas assez heureux. Enfin Oui, c'est pas oui, bien évident. sûr, bien sûr. Mais je pense que ouais, t'es obligé enfin si t'es vraiment pas heureux dans ce que tu fais, tu pourrais pas t'investir comme ils le font pour la plupart d'entre eux. Donc Ouais. oui, enfin la plupart du temps, je dirais que oui, ils sont quand même super motivés et ils ont l'énergie pour continuer à faire ça encore quelques années pour la plupart d'entre eux quoi. Ouais, bien sûr. Et Vincent, c'est la dernière question que j'ai à te poser avant la conclusion. Si on fait un saut dans le futur, alors comme tu l'as dit, toi, t'as pas encore 40 ans de bouteille, etc. Mais si on fait un saut dans le futur, disons de 10, 20, 30 ans, selon toi, c'est quel pilier de l'entraînement qui va être amené à évoluer le plus? Est-ce que ça va être la manière dont on récupère? Est-ce que ça va être le suivi des données physio comme ce que tu fais un peu en ce moment? Est-ce que ça va être la musculation? Tu vois, toi là, c'est pas une prédiction, mais toi, si tu devais faire un petit pari sur l'avenir et que tu te réveilles en 2050 et que tu regardes un peu comment s'entraînent les athlètes pros, tu t'attends à ce que ce soit quoi qui soit radicalement différent par rapport à aujourd'hui? S'il y a des trucs Ouais. différents, bien sûr. C'est pas de la prédiction, je fais pas de prédiction moi. Je suis très mauvais pour ça. En prono et tout, c'est pas mon truc, même en athlée. Donc non, plus sérieusement, un peu compliqué, mais je dirais que, enfin, j'ai l'impression que je peux voir que ça aussi à travers moi, ce en quoi je crois, mais j'ai l'impression quand même que de façon générale, dans la société, ce rapport à la donnée, il est quand même grandissant. Et là, je parle pas que Ouais, dans le sport, de façon générale. J'ai l'impression que on est en train quand même d'avoir enfin, la data, c'est quand même une révolution un peu des dernières décennies, de la dernière décennie, ouais, je dirais. Donc, je pense que sur ce chemin-là, il y a des choses qui peuvent évoluer en mode, bah oui, on va encore avoir, avec peut-être des capteurs plus petits, moins invasifs, moins chers, plus récurrents, d'autres sources de données qui viennent s'agréger autour de ça. D'avoir à la salle de muscu, je sais pas, des retours plus rapides sur la vitesse de remontée de mon squat parce que directement dans le rack à squat, il y aura quelque chose d'intégré. Enfin, j'en sais rien, tu vois, j'essaie de réfléchir de façon ouverte. Je pense que la donnée, elle prend de plus en plus de place et
j'imagine que ça sera encore plus vrai d'ici ne serait-ce que 10 ans. Il y aura certainement encore plus de place pour ça. Mais après, voilà, je pense que les plus gros progrès, c'est toujours les plus difficiles à prévoir, quoi. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre auquel on pense même pas là, et qui aura Ouais. pris une place centrale ou beaucoup plus claire dans 10 ans ou 20 ans, hein. Ouais, c'est clair. Ah bah écoute, on réécoutera cet épisode dans 30 ans et puis on verra bien si tu avais raison. Bah écoute, Vincent, je tenais à te remercier parce que ça fait vraiment hyper longtemps qu'on essaie de planifier cet épisode, qui touche maintenant à sa fin, malheureusement. Donc merci, hein, Vincent, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir, l'avis d'un coach, jeune, plein de nouveaux projets, plein de voilà, qui propose quelque chose un peu de différent. Donc c'est toujours hyper cool de voir un peu ce qui se fait autour de nous. Donc merci, hein, d'avoir pris le temps de participer à cet épisode d'On Your Marks. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit message à adresser à nos auditeurs, un conseil, un message, un dicton, un peu ce que tu veux, je sais pas, un petit truc pour terminer l'épisode. Ouais, mais merci de ton accueil, en tout cas. C'était un plaisir aussi d'échanger. Euh, C'est peut-être facile, enfin c'est facile de mon côté parce que j'ai le privilège aujourd'hui même, plus que la chance d'avoir une situation qui fait que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Mais ce que je dirais, c'est voilà, que ce soit dans votre sport ou même au-delà, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, les possibilités de poursuivre ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous intéresse vraiment, là où vous êtes épanoui, bah, il faut le faire à fond. C'est un conseil bidon qui paraît très simple encore, mais enfin voilà, pour moi ça change la donne dans la vie pro, dans la vie perso. Voilà, ce en quoi on croit, il faut pas avoir peur de le chasser parfois longtemps. Moi, j'ai de la chance, j'ai 26 ans, j'ai l'impression que j'ai un taf idéal déjà, mais Ouais. parfois c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, donc faut avoir le courage de suivre vraiment ce qu'on a envie de faire, et je pense que ça change la vie pour de bon derrière, quoi. Ah bah écoute, moi je ne peux qu'appuyer ton conseil parce que j'ai passé plusieurs années à faire des tafs qui m'intéressaient pas du tout. J'ai tout changé l'année dernière et là tous les jours je suis content d'aller au taf. Donc écoute, je comprends tout à fait. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail et te suivre toi? Alors j'imagine la réponse que tu vas me donner c'est regarder mes athlètes, regarder les chronos et vous verrez Ouais. bien ce que mon travail me permet de faire. Non mais plus sérieusement, est-ce que toi je dis une bêtise, mais est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as tu vois, un LinkedIn où tu postes un peu des trucs pour que si jamais il y a des gens qui sont curieux de voir un peu à quoi ça ressemble ton taf et comment tu fonctionnes, est-ce que tu as un espace où on peut suivre un petit peu ce que tu fais? Alors j'ai pas grand-chose. En vrai, j'ai un peu pris du recul par rapport à ça aussi. Je pense que mes athlètes sont plus, en tout cas, plus récurrents à poster des choses sur les réseaux sociaux que moi. J'ai un LinkedIn, mais qui est pas très actif, honnêtement, où je publie très peu de choses. Et j'ai pas de blog ou de site à proprement parler. Parfois, je partage un peu de contenu sur Instagram, mais c'est vraiment, c'est pas exclusivement professionnel et c'est pas vraiment récurrent non plus. Donc, peut-être que le meilleur conseil, ouais, c'est plutôt de suivre quelques-uns des athlètes qui parfois mettre du contenu, et c'est le cas des athlètes Ouais. notamment. Ils sont plutôt assez, pour la plupart d'entre eux, assez habiles là-dessus, donc ils partagent de plus en plus de choses sur Insta notamment. Bon bah tu sais ce qu'il se reste à faire alors. Faut que tu crées un blog et que Ouais, tu fasses un peu ton journal de bord de l'entraînement quoi. Histoire qu'on puisse suivre un peu tout ça quoi. Bon Vincent en tout cas merci beaucoup hein. L'épisode maintenant il est fini donc je suis hyper content de t'avoir eu à mon micro. Je suis sûr et certain que ça va plaire à tous ceux qui vont nous écouter. Donc je te remercie un peu pour nous tous d'avoir pris le temps de participer à Union Marks. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite bon courage pour cette belle saison 2025 qui s'annonce, comme tu l'as dit, assez chargée en événements. Bon courage à tous tes athlètes, hein, peu importe qui ils sont, ce qu'ils visent, le niveau qu'ils ont. Bon courage à eux. Et puis on se revoit bientôt, j'espère, sur des compétitions. Merci beaucoup d'être allé au bout de ce nouvel épisode d'On Your Marks avec Vincent. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur l'entraînement, sur ce que c'est qu'être entraîneur d'athlètes de haut niveau, planification de l'entraînement et quantification de la charge de travail. Si vous voulez soutenir On Your Marks, c'est hyper important dans un premier temps de vous abonner au podcast, de lui donner la meilleure note possible sur votre plateforme de streaming, et dans un second temps, surtout d'en parler autour de vous et de partager l'épisode à vos proches, à vos amis, à vos collègues. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et de faire du sport.